sera échappé à la stratégocène, de Sun Tzu à Bergson, la stratégie par le vivant. La stratégie couronne aujourd'hui le politique, le militaire comme le management. Arrivé à un certain niveau, le manager doit se faire stratège. À lui ou elle de calculer, d'anticiper, d'imaginer les mouvements de l'adversaire, ainsi que ceux de tout l'espace du jeu stratégique. Les dirigeants politiques, les PDG comme les chefs militaires, peuvent alors compter sur nombre d'outils, de techniques, de concepts et de modèles accompagnant leurs décisions stratégiques. De plus en plus, ces supports décisionnels s'appuient sur une masse de données inédite. Les systèmes d'information d'entreprise, le web et de multiples outils numériques créent massivement des données par leurs usages, les mouvements avec et autour de leurs objets, et les analyses produisant finalement de nouvelles données à partir de la donnée. En arrière-plan, une tendance reste omniprésente au fil des vagues d'innovation technique sur la fabrique du stratégique. Le processus stratégique comme calcul et apprentissage spécifique. Dans un monde de plus en plus incertain, en situation de crise permanente, de fluidité et de circulation des acteurs rendant les dynamiques de construction de la confiance plus rares et plus difficiles, tout est stratégisé. Le travail organisationnel le plus récurrent est une forme de travail stratégique. À la fin, le noyau stratégique devient un des espaces les plus symboliques et les plus stables de l'organisation. Mais bien au-delà de cette tendance organisationnelle, c'est aujourd'hui des habitudes, des infrastructures et plus largement un mode de relation avec le monde qui porte cette stratégisation. Elle nous dépasse toutes et tous, elle nous entraîne, elle s'exprime à notre place et visibilise toutes les dimensions attendues de notre individualité numérique. Elle calcule sans nous calculer. En revenant sur des analyses philosophiques connues, j'aimerais commencer par délimiter au mieux ce type de processus stratégique devenu omniprésent dans nos sociétés. J'évoquerai alors un enjeu central de ce devenir dans le contexte de plus en plus sensible de l'atteinte des limites planétaires. La naissance, depuis les années post-guerre, d'une stratégocène, tout comme il existe pour certains une anthropocène, une capitalocène ou une organocène. Afin de proposer une alternative aux travailleurs actuels du stratégique, je proposerai ensuite de revenir à un art du stratégique. En m'appuyant tout particulièrement sur les pensées de Sun Tzu et de Bergson, j'évoquerai un processus stratégique vivant, dont toute l'événementialité se confond avec les passés, présents et futurs de la nature. Martin Heidegger a été un des tout premiers à penser la place de plus en plus systématique de la technique dans notre relation au monde. Si ses réflexions ontologiques sur la techné remontent aux années 30 et 40, c'est en particulier dans son essai de 1954 que l'on trouve l'analyse la plus aboutie. Pour Heidegger, toute notre existence est aujourd'hui technicisée, ancrée dans un raisonnement systématisé par une technique désormais omniprésente. Dans son essai sur la question technique, le philosophe explique comment ce dispositif ou cet arraisonnement Gestell transforme l'ensemble du monde en simple ressource. Dans le geste technique, la nature se révèle comme une matière première ou un stock exploitable. Avec ce mode d'être instrumental, elle est simplement en attente d'être représentée, calculée, utilisée, dominée, contrôlée. L'évolution des sciences et l'innovation technique auraient toutes deux contribué à cette dérive du monde occidental. Adoptant un angle sans doute plus sociologique, Jacques Ellul a développé une vision proche du constat heideggerien dans ses ouvrages La technique ou l'enjeu du siècle et Le système technicien. Pour lui, la technique n'est pas simplement un outil, le moyen neutre d'une action vers un but. Elle est devenue un système autonome avec sa propre vie, son imprévisibilité. Elle transforme en profondeur les rapports sociaux. Dans le sillon des penseurs précédents, Bernard Stiegler a conceptualisé le capitalisme comme un système de capture technique. Dans son ouvrage La technique et le temps, il revisite les travaux d'Heidegger et suggère de concevoir la technique comme pharmacologique, à la fois poison et remède.
Au cœur désormais des rythmes et des temporalités de nos sociétés, le numérique, en particulier, pourrait à la fois détruire et régénérer la vie sociétale. Plus précisément, Stigner analyse comment le capitalisme numérique prolétarise les travailleurs en automatisant les savoir-faire au profit d'outils extérieurs et en capturant systématiquement notre attention. Ce phénomène entraîne à son tour une disparition des modes d'individuation et de subjectivation. Dans ses travaux plus tardifs, Stigler a systématisé sa thèse en reliant notamment le Gestell d'Heidegger à l'économie cognitive et ses dynamiques institutionnelles. L'ensemble de ces travaux trouve un prolongement ou une résonance avec de nombreuses autres recherches. Des travaux de Marcus sur la raison technologique et sa domination, à ceux d'Andrew Finberg sur la démocratisation de la technique, jusqu'aux thèses d'Hartmut Rosa sur l'accélération ancrée dans la dynamique de la modernité, comme accélération technique, ou ceux de Langdon Wiener sur la politique des artefacts, tous convergent pour visibiliser et dénoncer l'installation d'une vaste infrastructure de raisonnement calculé, supposant une relation dispositionnelle du monde vis-à-vis de l'humanité. Et finalement, le numérique ne serait rien d'autre que le prolongement cognitif de cette évolution radicalement moderne. Dans mes travaux les plus récents, je me suis efforcé également de renouveler la thèse d'une technicisation de notre relation au monde. En m'appuyant sur la généalogie et l'histoire du conte Les Mille et une nuits, j'ai notamment suggéré un dispositif à la fois plus narratif et plus imagé que les précédents. Fondamentalement, notre capitalisme enchaîne les vagues de nouveautés, révélées les unes après les autres sous forme de nouvelles images et de nouveaux narratifs toujours incomplets. Depuis la fin des années 80, ces images et ces nouveaux narratifs ne sont pas simplement dans le processus accompagnant et rationalisant la nouveauté. Ils sont la nouveauté elle-même. Notre capitalisme numérique enchaîne les images et les informations, toutes révélées à des utilisateurs et des utilisatrices s'oubliant. Les infrastructures du numérique, son algorithmie, son IA, ses flux indissociablement humains et techniques, cultivent un désir impatient. On ne peut plus attendre. L'attente, la suspension, l'interruption sont devenus insupportables. Entièrement dévoué au culte de la fluidité des expériences clients, le management est là pour installer et réinstaller le dispositif. Notre vie est plus que jamais technicisée malgré nous, au-delà d'un jeu capable authentiquement de s'exprimer, de résister, de créer. Bien loin des exemples donnés par Heidegger, le processus d'un raisonnement contemporain est aujourd'hui un auto-dévoilement, une auto-révélation. Nos doigts glissent sur la surface de nos écrans. Nous scrollons et promptons en permanence. L'écran nous place au centre du monde, bien dans le cadre. Il nous préassigne un jeu, une puissance d'agir, dont nous ne mesurons pas l'illusion d'autonomie et d'agence. Tel un hamster dans sa roue, nous galopons d'une révélation à une autre, d'un récit à un autre, d'une image à une autre. Dans le même temps, nous donnons notre énergie à l'infrastructure de la roue. Nous avançons dans un espace prédéfinissant l'horizon et l'idée même d'avancer. Ce dispositif produit ses cliffhangers et ses incomplétudes esthétiques et pragmatiques. Si on s'arrête, on produit par soi-même ce vide insupportable des Mille et une nuits, des feuilletons du 19e ou des serials du 20e. Immédiatement, on veut connaître la suite. Et il y a toujours une suite possible, une suite attendue impatiemment. Ces systèmes d'interruption très deleuziens sont au cœur de notre capitalisme et de ses processus de création de valeur. Aujourd'hui, les stratèges et les techniques stratégiques sont les multiples nœuds de ce processus sans fin. La capitalocène donne pour partie son énergie et son souffle à cette dynamique. Devenue récit, les capitaux s'investissent et se réinvestissent là où la prochaine spéculation les entraîne. Et elle les entraîne là où le Gestell lui-même produit un narratif prometteur. Les évolutions techniques ont aujourd'hui largement complété cette capitalocène. L'algorithmie et l'IA produisent et reproduisent de nouveaux codes, de nouveaux récits, de nouvelles images, de nouvelles incomplétudes dans ces codes, ces récits et ces images. Et ces incomplétudes deviennent génératives des événements futurs
dont l'anticipation est le principal moteur du système. Il faut être rapide, plus rapide que les autres. Et l'anticipation même d'un centième de seconde supérieure à celle des autres peut faire gagner gros. Au représentationnalisme cognitif dénoncé par les philosophes du XXe siècle, succède aujourd'hui un représentationnalisme narratif. Le management dévoile par des narratifs imagés la réalité de l'événement en cours, ou mieux encore, celle des événements à venir. Forte d'une ergonomie, d'interfaces multiples, d'un mouvement d'anthropomorphisation, la technique ne se présente désormais plus comme telle. Elle est littéralement fondue dans la marche, le geste, le mouvement, la conversation. Et avec les apocalypses managériales, le monde dévoilé s'anime plus que jamais, renforçant par là même la puissance de sa séduction. Du Gestell au système technique, en passant par les apocalypses managériales, le monde et la nature sont mis à disposition. Ils sont des ressources, des réserves disponibles. Aujourd'hui, cette mise à disposition est plus invisibilisée, prise dans des gestes discrets, voilée par des écrans faisant tout un monde. Mais pour qui la planète est-elle mise à disposition? Pourquoi tout le vivant est-il infrastructuré, adossé à un vaste dispositif de plus en plus narratif? Les évolutions les plus récentes vers la production continue et massive de données incarnent une rupture majeure par rapport au cadre envisagé par les penseurs du XXe siècle. Nos gestes technicisés sans le savoir sont producteurs massivement de données sur notre être. Ils permettent ensuite d'asseoir une autodomination de celui-ci, étant dans l'illusion que notre être de consommateur, de citoyen, d'entrepreneur, d'activiste est tout entier l'événement de ces données. De plus en plus, le stratégique s'enferme dans la philosophie d'une intelligence artificielle. Le principe est lui aussi ancien. Les données accumulées permettent d'alimenter des réseaux de neurones, des systèmes supervisés par des algorithmes génétiques et des activités humaines, et autonomisant des images de plus en plus humaines. Le stratège devient même l'une d'entre elles. L'IA générative permet de prompter l'intelligence des situations stratégiques, même les plus inconnues, les plus ambiguës. On converse avec ces données comme on discute avec un consultant de McKinsey. On peut même avoir à la fin la séquence de Prezi, de Gamma ou de PowerPoint qui aurait clôturé la mission. ChatGPT 5 peut nous la générer. Cette conversation stratégique directe avec un monde fait de données, ce processus auto-narratif, autoproducteur d'images analytiques et pédagogiques, est le stade ultime de la stratégocène. Finalement, le processus stratégique se place au cœur même de l'évolution du monde de données, commandant et consommant le monde. Transformé en problème et question à résoudre, le monde devient plus qu'une ressource. Il est tout entier solution à des problèmes, introduits de façon fluide par la problématisation stratégique induite par l'infrastructure. Si on fait l'hypothèse que l'IA va de plus en plus devenir le centre de cette infrastructure, elle va produire des homo economicus de plus en plus purs. Un utilitarisme ordinaire va s'imposer. Plus que jamais, le monde va s'individualiser. Il va connecter des individus tous au cœur de leur propre écran et oubliant qu'il en va de même pour des milliards d'autres individus, tous événements des infrastructures numériques. Connectés à tous et à toutes, liés à tout le visible et l'invisible de la donnée, chacun peut activer et contribuer à une forme d'intelligence collective dont l'échelle de données sera fonction du problème et des moyens disponibles à ceux et celles initiant une requête. Le monde entier passé, présent et futur est mis en correspondance avec des données les plus actualisées et recomposées possibles. L'intelligence est alors forage, extraction, immersion dans cet océan du réel. Le temps d'écran couvrant de plus en plus nos temps de vie, notre relation avec le monde étant de toute façon entièrement numérisée, le non numérique devenant un appendice et une ressource permettant la vie numérique, l'intelligence peut désormais s'exercer et s'exécuter en temps réel de façon circulaire. Les données n'ont plus vraiment à être en correspondance avec le monde. Elles sont le monde et toutes ses agences. C'est donc de l'intérieur même de toute cette expérience numérique
qu'une intelligence individuelle ou collective peut et doit émerger. Dans son récit sur la technique, Heidegger ne se limite pas à un diagnostic pessimiste. Il dessine un horizon alternatif. Selon lui, il est possible de développer une relation plus authentique avec le monde. Il s'agirait en particulier d'habiter l'expérience et pas simplement de se loger dans ses alcôves de calcul. J'aimerais ici évoquer une autre voie questionnant plus directement les chemins de l'intelligence évoqués dans la partie précédente, celle de l'intuition. Henri Bergson a fortement questionné notre relation habituelle avec le monde. Selon lui, celle-ci serait fortement spatialisée car notre langage lui-même est porteur d'une logique spatiale. Le mouvement d'un objet ou d'un corps est usuellement décrit comme une succession ou une juxtaposition d'états. Ainsi, je cite, la durée s'exprime toujours en étendue, les termes qui désignent le temps sont empruntés à la langue de l'espace. Quand nous évoquons le temps, c'est l'espace qui répond à l'appel. La métaphysique a dû se conformer aux habitudes du langage, lesquelles se règlent elles-mêmes sur celles du sens commun. Fin de la citation. Et notre intelligence n'échappe pas à ce processus spatialisé. Notre façon de discerner, de juger, de rendre intelligible le monde, nous place en surplomb et cherche partout la fixité. Disposant d'une représentation totale de l'espace, nous appliquons sur celle-ci les points et les lignes qui le parcourent. Si on part de l'expérience première du monde, du naturel à partir duquel nos sensations, nos actions et notre conscience adviennent, la durée est pourtant primordiale. Cette durée est absolument indivisible pour Bergson. Le présent s'étend ainsi au-delà de l'instant pour inclure les passés encore vivants dans le moment en cours. L'avenir est tout entier possibilité. Ces possibilités ne sont en rien le prolongement du passé, elles ne sont pas plus émergentes ou en germe dans le passé, en attente de leur actualisation. Les possibles adviennent avec l'action, dans l'action, comme ouverture de l'expérience au fil de celle-ci. Saisir ce mouvement Saisir ce mouvement suppose une faculté précédant l'intelligence, du moins si on la réduit, comme c'est souvent le cas, à une simple capacité d'analyse. Cette faculté est plus un abandon qu'une conquête. Par l'intuition, il faut se laisser aller dans l'immédiateté de l'expérience, sa durée, son devenir. L'intuition signifie ici, je cite, d'abord conscience, mais conscience immédiate, vision qui se distingue à peine de l'objet vu, connaissance qui est contact et même coïncidence. C'est ensuite de la conscience élargie, pressant sur le bord d'un inconscient qui cède et qui résiste, qui se rend et qui se reprend. À travers des alternances rapides d'obscurité et de lumière, elle nous fait constater que l'inconscient est là. Entre notre conscience et les autres consciences, la séparation est moins tranchée qu'entre notre corps et les autres corps, car c'est l'espace qui fait les divisions nettes. Fin de la citation. Chacun doit ici renouer avec une forme de patience. Il ou elle doit revenir au pré-réflexif, à ce qui est avant et au-delà du langage et de la parole. Tous porteurs d'idées constituées, je cite, par l'intelligence au fur et à mesure de ses besoins. Pour Bergson, les idées correspondent à un découpage de la réalité selon les lignes qu'il faut suivre pour agir commodément sur elle. L'intuition serait alors un plein permanent, une continuité infinie d'expérience. Bergson s'oppose ici à la possibilité spatialisée du vide, faisant de la vie une sorte de remplissage. Je cite, nous nous figurons, ou mieux, nous croyons nous figurer, que l'être est venu combler un vide et que le néant préexistait logiquement à l'être. La réalité primordiale, que l'on appelle matière, esprit ou Dieu, viendrait alors s'y surajouter et c'est compréhensible. Fin de citation. Pensé comme une pleine durée, le cerveau tel que le conçoit Bergson a principalement pour but d'empêcher la pensée de se perdre dans le lyrique. Il est l'organe de l'attention à la vie.
Afin d'éviter une confusion dangereuse pour la clarté de sa thèse, Bergson suggère d'abandonner totalement le vocable d'intelligence au profit de celui d'intuition. Attention de l'esprit pour lui-même, capacité pouvant être cultivée et développée au-delà de toute négativité, l'intuition est l'ouverture à une expérience première. Le processus intuitif suppose de s'éloigner de l'homo locax, je cite, dont la pensée, quand il pense, n'est qu'une réflexion sur sa parole. Mais où, ou plutôt quand, retrouver cette capacité? De façon surprenante, Bergson nous incite à revenir vers les débuts de nos vies, les grands commencements, ceux de l'enfance. Il nous invite à ne pas gâcher l'enfantin en nous, le joueur, le naïf, l'immédiat, le non fonctionnel, l'hésitation. Au-delà de l'enfance et de l'enfantin, le philosophe de la durée nous invite également à dépasser l'intelligence-analyse et à renouer avec le vivant par l'art. L'artiste est pour lui une façon de recréer l'immédiateté perdue de notre expérience avec le monde et sa nature, l'invisible, le portant du naturel. Le philosophe explique ainsi, je cite, il y a en effet depuis des siècles des hommes dont la fonction est justement de voir et de nous faire voir ce que nous n'apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes. À quoi vise l'art, sinon à nous montrer dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Le poète et le romancier, qui expriment un état d'âme, ne le créent certes pas de toutes pièces, il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils disent d'autrui. L'art a pour Bergson un intérêt paradoxal. Il est désintéressé. Habituellement, nous sommes trop attachés à fonctionnaliser le réel, à lui trouver une utilité. Nous voilons ainsi notre relation avec le monde par une quête instrumentale rétrécissant et vidant l'expérience. La convergence avec les écrits plus tardifs d'Heidegger, de Stigler, d'Ellul ou d'une certaine phénoménologie est frappante. Il faut recontempler le monde, mettre de côté ces nécessités de l'action tentant à limiter le champ de la vision. L'artiste s'inscrit ici dans une métaphysique pleinement alignée avec l'approche intuitive de Bergson. Il ne perçoit pas en vue d'agir, il perçoit pour rien, pour le plaisir. Le travail artistique incarne une forme de détachement et c'est, je cite, parce que l'artiste songe moins à utiliser sa perception qu'il perçoit un plus grand nombre de choses. Fin de citation. Par certains aspects, c'est bien vers un vide utilitaire que Bergson se tourne, vers une conversion de l'attention devenant la philosophie elle-même. Plus besoin désormais de multiplier à la fin les points de vue, comme le propose l'intelligence-analyse, afin de compléter toujours plus la représentation mobilisée pour une action à venir. Cette forme de cognitivisme est une étrange pierre de Sisyphe. Afin de compléter une représentation toujours incomplète, les hommes s'obstinent en effet à varier sans relâche les symboles pour parfaire la traduction toujours imparfaite. Elle se continue donc à l'infini, mais l'intuition, si elle est possible, est un acte simple. Avec elle, les symboles sont superflus. Bien sûr, cette intuition n'est pas incompatible avec l'intelligence-analyse, et elle peut même être vue comme l'intelligence la plus fondamentale. Cependant, si l'intuition peut précéder l'analyse, l'analyse ne précédera jamais l'intuition. La pensée de Sun Tzu est étrangement confluente de celle de Bergson, dont les écrits ont par ailleurs été largement discutés dans le monde sinophone. Pour lui, le champ de bataille est mouvant, constamment changeant. La victoire réside alors dans bien plus que dans l'adaptation au terrain, au climat, aux possibilités des corps. Elle est dans l'harmonie même avec ses flux. Il faut savoir s'insérer dans le naturel, ses mouvements, ses humeurs, suivre le flux des circonstances comme l'eau épouse la forme du terrain. Sun Tzu dépasse une approche purement analytique du réel, comme l'instant du combat. La guerre s'inscrit dans une durée. Il n'y a pas d'avant, de pendant et d'après analytiquement distingués. Le temps de la guerre est indivisible, et la bifurcation vers la victoire ou la défaite potentiellement continue.
Pour le stratège chinois, il faut combiner et équilibrer des forces normales, Zheng, et extraordinaires, Qi. Les premières ont un rôle direct dans le combat. Elles rompent les rangs de l'ennemi, sont immédiatement visibles par les généraux et ne sont pas fondamentalement surprenantes. Les secondes sont indirectes, créatives, souvent plus latérales aux axes de la bataille. En amont de la guerre et de façon permanente, Sun Tzu encourage les stratèges à estimer les forces de l'adversaire. Ces, je cite, supputations préliminaires ou appréciations, loin d'une optimisation ou d'une algorithmie, portent en particulier sur 5 facteurs fondamentaux. Je cite, le premier de ces facteurs, c'est l'influence morale, le deuxième et le troisième, les conditions météorologiques et le terrain, le quatrième, le commandement, et le cinquième, la doctrine. Fin de citation. Un boulier primitif, pour évaluer les chances et des habitudes, pouvait guider ces appréciations dont le processus restait plus un art qu'une technique. Loin de l'idéal de destruction et de domination, Sun Tzu invite le généralissime à toujours favoriser les stratégies et les processus stratégiques maintenant en l'état l'adversaire. Je cite, généralement, dans la guerre, la meilleure politique, c'est prendre l'état intact. Anéantir celui-ci n'est qu'un pis-aller. Fin de la citation. Ainsi, je cite, ceux qui sont experts dans l'art de la guerre soumettent l'armée ennemie sans combat. Ils prennent les villes sans donner l'assaut et renversent un État sans opération prolongée. Fin de la citation. Pour les combats passant par la destruction et la neutralisation des forces ennemies, Sun Tzu suggère une attention aux vulnérabilités de l'adversaire. Il en fait cependant davantage un moment qu'un angle ou un espace faible à identifier. Chen Shao, un commentateur de Sun Tzu, précise ainsi qu'il faut savoir attendre, être patient. Le moment de la vulnérabilité, cette ouverture, peut survenir à n'importe quel moment. Le temps météorologique, géologique, agraire peut être opportun ou inopportun. Ainsi, je cite, ceux qui sont experts dans l'art d'attaquer considèrent comme essentiel de compter sur les saisons et les avantages du terrain. Et ils utilisent les inondations et le feu selon les circonstances. Ils font en sorte que l'ennemi ne puisse savoir où se préparer. Ils déclenchent l'attaque comme un coup de foudre jailli du 9e ciel. Sun Tzu mobilise des figures harmoniques et symbiotiques qui sont bien plus que des métaphores. Elles doivent être l'événement même de la bataille, notamment lorsqu'il propose de, je cite, combattre avec l'effet des eaux contenues qui, soudain libérées, se précipitent dans un gouffre sans fond. Fin de la citation. La question de l'organisation est subtilement posée. Sun Tzu avance ainsi le développement de forces armées que l'on peut voir comme fractalaires, notamment quand il dit de façon plus perceptive que descriptive, je cite, d'une façon générale, commander de nombreuses personnes, c'est la même chose que d'en commander quelques-unes. C'est une question d'organisation. Fin de la citation. Commander est une capacité à faire varier en permanence l'échelle décisionnelle du combat. C'est également la capacité à inscrire des potentialités proches du tout petit au plus grand, le changement d'échelle étant tantôt amplification, tantôt diminution. Dans la même direction, l'organisation est pour Sun Tzu un processus autant quantitatif que qualitatif. Comme l'explique Griffiths dans une note de bas de page, l'organisation en chinois Feng Shui, je cite, signifie littéralement division de ou par les nombres, ou bien division et numération. Fin de citation. Organiser, c'est en permanence recomposer les divisions du collectif armé. Loin d'une structure définie une fois pour toutes, c'est maintenir par là même une forme de plasticité par la division des forces et son continuel réassemblage. C'est ensuite disposer l'armée de façon pertinente et envoyer les bons signaux verticaux et horizontaux. Qualitativement, il faut harmoniser les forces en présence. La première tâche d'un commandant en chef serait ainsi organisée, c'est-à-dire harmoniser les divers éléments, selon une traduction alternative de Cao Cao. Sun Tzu fait de l'armée un tout homogène et harmonieux et l'installe dans son camp. Dans l'organisation des mouvements,
Le recours à des populations locales ayant l'expérience du terrain, au-delà de la seule lecture des cartes, est également indispensable. Je cite, nous devons choisir les officiers les plus courageux et ceux qui sont les plus intelligents et les plus ailés et, recourant à des guides locaux, franchir en secret les montagnes et les forêts sans bruit et en dissimulant nos traces. Fin de la citation. Le stratégique de l'assemblage des forces et de la combinaison des manœuvres, normales et extraordinaires, Zheng et Qi, dépasse la seule analyse. C'est l'assemblage, la recomposition permanente et ce qu'elle produit comme possibilité dans les réactions de la troupe comme celle de l'adversaire qui doivent guider l'art stratégique. Et comme le dit clairement Sun Tzu, je cite, nul esprit humain ne peut les saisir toutes. Fin de la citation. La stratégie est ensuite produite par le mouvement lui-même davantage que par son analyse. Par bien des aspects, la nature fait la stratégie pour Sun Tzu. Elle définit des lignes, des horizons, des profondeurs pour les processus stratégiques. Et, je cite, celui qui compte sur la situation utilise ses hommes dans le combat comme on fait rouler des bûches ou des pierres. Or, il est dans la nature des bûches et des pierres d'être en équilibre sur un sol ferme et mobile sur un sol instable. Si elles sont carrées, elles s'arrêtent. Si elles sont rondes, elles roulent. Fin de citation. Et, je cite, ainsi, le potentiel des troupes qui, au combat, sont dirigées avec justesse peut se comparer à celui des galérons qui descendent en roulant du haut des montagnes. Fin de la citation. Le stratège doit savoir laisser venir patiemment et ne pas courir après l'affrontement et l'adversaire. Il doit également jouer avec l'attente, l'absence et le vide, tous susceptibles de créer des possibles. Il y a là sans doute une différence subtile avec Bergson, apôtre d'une radicale positivité de la métaphysique. Surtout, le processus stratégique ne doit pas seulement savoir rester secret dans tout ce qu'il a de réalisé, d'anticiper et surtout de planifier. Il doit être impalpable et immatériel. D'après Sun Tzu, je cite, l'expert ne laisse pas de traces. Mystérieux comme une divinité, il est inaudible. C'est ainsi qu'il met l'ennemi à sa merci. Fin de la citation. Être au-delà du simple problème à résoudre pour soi-même et pour l'adversaire, devenir un mystère, serait ainsi la voie suprême de l'art stratégique. Dans son exploration de l'art stratégique, Sun Tzu n'oublie pas le corps, la corporéité et l'essence en général. Son propos est toujours sensible et incarné, tant du point de vue de ses forces que de celle de l'adversaire. Le penseur chinois lie même la corporéité la plus individuelle à celle du corps militaire tout entier. La disposition générale des troupes doit ainsi prendre en compte la posture individuelle, avec le bouclier tenu dans la main gauche et l'arme dans la main droite. Le point faible à couvrir par le terrain est alors systématiquement le côté droit de la troupe. Phénoménologiquement, il faut savoir abuser l'ouïe ou la vue au bon moment. En plein jour, le stratège doit ainsi illusionner l'ennemi, je cite, par le jeu des drapeaux et des étendards, fin de citation, et le soir, l'égarer, je cite, par les battements de tambour. Alors, tremblant de frayeur, il, le général, divisera ses forces par mesure de précaution. Fin de la citation. Sun Tzu pense aux moindres détails sur la perception du soldat au combat et la perception des corps en général. Les ordres étant inaudibles, les tambours et les cloches doivent être préférés à des indications orales pouvant devenir ambiguës ou imperceptibles. Les drapeaux et les étendards doivent donc être mobilisés pour une communication efficace avec et entre les soldats. Plus radicalement, il s'agit de sentir, comme les éléments de la nature, de se fondre dans leur événementialité. Je cite, en campagne, soyez rapide comme le vent, lorsque vous avancez par petites étapes, majestueux comme la forêt, dans l'incursion et le pillage, semblables au feu, et à l'arrêt, inébranlables comme les montagnes. Aussi insondables que les nuages, déplacez-vous comme la foudre. Fin de la citation. Les militaires doivent devenir les mouvements de la nature et emprunter leurs qualités. Curieusement, en tout cas vu de la culture occidentale, Sun Tzu nous explique qu'il faut savoir écouter le terrain et les possibilités ouvertes par ces métamorphoses. Ainsi, je cite, un envol d'oiseaux indique que l'ennemi se tient en embuscade. Lorsque les animaux sauvages effrayés s'enfuient, il essaye de vous prendre par surprise. Fin de la citation.
Le sol peut parler encore plus directement à nos sens, notamment quand la poussière, je cite, s'élève soudain verticalement en haute colonne. Fin de la citation. Cela signale alors l'approche des charges ennemies. Sun Tzu précise également que, je cite, celle qui reste suspendue à faible altitude et se répand en nappe annonce l'approche de l'infanterie. Fin de la citation. Pris dans les mouvements de cette nature dont il faut savoir faire un partenaire permanent, le stratège a cependant des marges de manœuvre. Il peut s'engager à des moments et dans des espaces plus ou moins opportuns. En terrain plat, il s'agit ainsi, je cite, d'occuper la position qui facilite votre action, les montagnes étant dans votre dos et sur la droite, le champ de bataille est en avant et vos arrières assurés. Fin de la citation. Subtilement, Sun Tzu incite ici les soldats à harmoniser simultanément site, lieu, disposition des troupes avec la posture des corps individuels. Je le rappelle, le bouclier est emporté à gauche. La multiplicité des terrains est par ailleurs finement identifiée par le penseur chinois, des terrains accessibles, insidieux, sans influence, resserrés, accidentés ou distants. Enfin, Sun Tzu insiste sur l'importance de l'information et de l'orientation ou de l'influence sur et du sens donné au mouvement des uns et des autres. Selon lui, le recours à des espions est indispensable. Soucieux à nouveau de typologie, il distingue les agents indigènes, intérieurs, doubles, liquidables et volants. En conclusion, le détour proposé ici par les pensées de Bergson et Sun Tzu est instructif. Si la mode stratégique d'aujourd'hui est déjà à l'alternatif, à l'émergent, au durable, à l'habitabilité, au régénératif, l'exploration philosophique esquissée avec cet essai permet de donner une base solide à des nouvelles doctrines stratégiques. Il faut plus que jamais revenir au mouvement, au processus premier, à l'événementialité du monde. De ce point de vue, l'approche intuitive défendue par Bergson ouvre un horizon nouveau afin de désarraisonner notre expérience. Par la recherche de moments plus contemplatifs dans la vie des travailleurs et des personnes désignées comme des managers, par inhabitation profonde de nos expériences, il s'agit de revenir à une relation plus désintéressée, désinstrumentalisée et immédiate avec le monde. Avant le marché, le profit et la performance, il faut désormais reconsidérer le faire lui-même à l'œuvre dans l'organisation. Il faut revenir au corps, aux gestes, à leur inscription immédiate dans un horizon, un environnement, des rythmes naturels. L'art et la réacculturation à des approches plus joueuses et enfantines du monde peuvent être essentielles. Le glissement de l'analyse à l'enquête, ou encore vers des médiations plates comme le conte, peuvent également aider fortement à cette remise à vif, à cette résonance à la fois spatiale et temporelle. Sur la même ligne, la pensée de Sun Tzu est particulièrement salvatrice. Lire et relire les versets de son traité stratégique est une expérience en tant que telle. Sortant de la matrice occidentale habituelle, fort d'une ontologie orientale très paradoxale, l'art de la guerre peut plus que jamais inspirer l'expérience alternative au cœur de cette leçon inaugurale 2025. Laisser parler le terrain, se fondre avec ses mouvements, peut non seulement aider à vaincre durablement l'adversaire, et si possible sans combat, mais aussi contribuer à une relation plus harmonieuse et symbiotique avec la nature. Ce chantier, déjà engagé par de nombreuses institutions formant au management et à l'organisation, gagnerait à être largement généralisé à toutes les écoles de commerce, aux IEP, aux IAE, aux écoles d'ingénieurs et à toutes les facultés de SHS. Au-delà des acteurs de l'enseignement supérieur, les cabinets de conseil, les entreprises, les associations et toutes les organisations devraient également s'ouvrir à ces moments intuitifs. Il ne s'agirait pas de s'abandonner pleinement et totalement dans l'intuition, bien sûr. Il ne s'agirait pas de renoncer radicalement à l'analyse et plus largement à l'intelligence intéressée. Il s'agirait plutôt de s'ouvrir et de se réouvrir en permanence à cette possibilité, d'explorer les conséquences de cette immédiateté, les alternatives et les bifurcations auxquelles elle peut engager. À l'heure des grands défis sociétaux, allant des limites planétaires aux crises géopolitiques, en passant par l'effondrement du sens au travail ou aux révolutions techniques en cours, l'insertion dans ce temps plus sage est plus que jamais nécessaire.
Grand merci pour votre attention et votre patience. À bientôt.